La Cité européenne des scénaristes présente... Quand t'es second rôle, il y a un truc bête, mais c'est un truc de durée, quoi. Si c'est une comédie, par exemple, il peut se permettre d'être plus rigolo que le personnage principal. Il peut avoir plus de saillie, en fait, étant donné que le personnage principal, bon, il y a évidemment des contre-exemples, hein. Je sais pas, si c'est Louis de Funès, plus il en fait, plus on est content, mais il faut quand même qu'il soit là tout le temps, donc faut pas qu'il nous saoule, quoi. Les seconds rôles et le scénario. Salut, c'est Baptiste Rambaud. Un dimanche sur 4, j'ai le plaisir de discuter avec ceux pour qui le scénario est un outil de travail. Qu'ils soient techniciens ou employés de bureau, qu'ils interviennent en pré-prod, en prod ou en post-prod, à chaque métier son rapport particulier au texte. Un personnage secondaire, souvent, il a une couleur unique parce qu'il est là moins de temps, donc on va pas expliquer qu'il est à la fois adorable, mais par ailleurs machiavélique avec son voisin, par exemple. Et du coup, je trouve que ça, c'est vraiment un truc, mais qui est intéressant, c'est d'inventer un peu la complexité qu'il y a souvent pas au scénario. Leur métier, incarner les personnages des films et des séries dans ce 25e numéro de l'émission, à l'occasion du festival Jean Carmé de Moulins, consacré aux interprètes et célébrant en particulier les seconds rôles, la parole est à eux, comédiens. Quel est leur rapport au scénario ? À eux trois, mes invités du jour ont notamment joué dans les films Vincent doit mourir, Le Ravissement, Mon crime, Les algues vertes, Tirailleurs, Grâce à Dieu, mais aussi Brise de Nice, et dans les séries BRI, Un village français, Cœur noir, En terrasse, Tout va bien ou encore Vision. Je les laisse se présenter et vous souhaite une bonne écoute en leur compagnie. Cette émission a été enregistrée en octobre 2023 à l'Hôtel de Paris à Moulins. François Château, j'ai 70 ans. Je suis ici parce qu'on a présenté Vincent doit mourir, dans lequel j'ai un second rôle, justement, voilà, le père de Vincent. Ce que je peux déjà dire, c'est que par rapport au cinématographe, j'ai commencé sur le tas et sur le tard. Vous avez commencé au théâtre, du coup? Ben oui, le rapport au texte, au théâtre, n'a pas la même fonction, n'a pas la même valeur, et n'a pas la même intervention dans la représentation elle-même. Ça, on pourra en parler. Édouard Sulpice. Je viens au festival parce que j'ai joué dans un court-métrage qui s'appelle Rapide de Paul Rigoux. Ok. J'étais déjà venu ici pour l'abordage de Guillaume Braque. Je viens du théâtre aussi. Enfin, j'ai fait des classes de théâtre, quoi. J'ai fait le conservatoire de Lyon d'abord, et puis ensuite de Paris. Je pense qu'au début, moi, j'avais pas trop compris le cinéma, quoi. Il faut avoir un rapport au texte, mine de rien, un peu plus détaché, quoi. Même si finalement, j'ai eu la chance dans ma vie de faire plein de cinémas différents, dont par exemple Eugène Green. C'est un autre rapport au réalisme de ce que tu joues, voilà. Nina Meurice, je suis jury des seconds rôles dans le festival et j'ai présenté Le Ravissement d'Iris Kaltenbach. Moi aussi, je viens du théâtre. Enfin, je viens pas, mais j'ai fait du théâtre. Mais moi, j'ai travaillé avec des metteurs en scène très différents, dont par exemple Lorraine de Sagazan, qui a un rapport au texte où le texte est aussi libre qu'au cinéma. Enfin, avec certains cinéastes. C'est-à-dire que même au temps de la représentation, le texte peut changer. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier second rôle que vous avez décroché au cinéma? Quelle était votre impression à la lecture du scénario et du personnage? Je crois que c'était le film Les épaules solides de Ursula Meyer, où je faisais une sauteuse en hauteur qui donne tout pour y arriver. Je crois que j'aborde pas du tout les premiers rôles ou les seconds rôles avec un regard différent. Okay. C'est juste en quoi le personnage va me challenger. C'est-à-dire si je vois un truc que je trouve très compliqué, quelque chose que je comprends pas, si le personnage m'est assez insaisissable, j'ai très envie de le faire. Je me suis dit, ah ouais, à la fin de ce film, je vais savoir sauter en hauteur. Et donc j'ai tout de suite eu envie de faire ce film. L'apprentissage. Parce que j'étais très mauvaise en athlétisme. Ok. Les autres? Il me semble que c'est Les Mickey, Ouais. un court-métrage où je faisais une sorte de patron de boîte de nuit, entouré de tous mes Mickey, qui castagnaient, qui trafiquaient, je sais pas bien quoi. Ok. Là où je suis touché par ce que vous dites, c'est qu'effectivement, je me suis aperçu assez vite, même avec ce petit rôle, le second rôle, que c'est pas effectivement comme ça qu'on l'aborde. Il n'y a pas forcément de hiérarchie. Le premier rôle que j'ai eu, c'était un film de Lucas Bellevaux qui s'appelle Des hommes. Ouais. C'était un second rôle, quoi. C'était, et même en plus, je parlais pas beaucoup. En plus, là, c'était un film quand même qui parle, donc, qui est tiré du roman de Laurent Mauvigné. Ouais. Que j'aimais beaucoup, en plus, avant de passer le casting et tout. Qui s'appelle Des hommes et qui parle de la guerre d'Algérie. Donc, t'es obligé de penser quelque chose de ce que tu fais quand tu joues et d'arriver un peu en sachant ce qui s'est passé, en ayant lu des trucs.
trucs. Et vu que je parlais pas beaucoup, fallait que j'aie une pensée active, quoi. D'ailleurs, peut-être que vu que j'étais très jeune acteur, j'en ai fait peut-être un peu trop. J'avais un petit carnet et tout, j'étais mignon, quoi. Mais Lucas Belvaux, il était hyper sur le texte. Et en fait, souvent, faut comprendre avec quel metteur en scène on travaille. Parce que je me souviens d'un mec qui m'avait dit, j'étais avec mes petites carnets dans un coin, et il me dit, mec, l'improvisation, c'est ça qui paye au cinéma et tout. Et il s'est fait démonter sur le plateau parce qu'il connaissait pas bien son texte, et que lui, c'était un cinéaste qui voulait vraiment ce qu'il avait écrit, quoi. Il y a plein de types de cinéastes différents, il n'y a pas de vérité, mais juste il faut savoir avec qui tu bosses et avoir discuté. Ouais. Pour rebondir à ce que tu as dit tout à l'heure, Nina, tu as parlé du plaisir, du défi et d'apprendre quelque chose. Qu'est-ce qui, pour vous, fait un personnage plaisant à jouer? En tout cas, là, par rapport à Vincent doit mourir et au travail avec Stéphane Castan, c'est la deuxième fois que je travaille avec lui, c'est qu'il propose des rôles, des choses qu'aucun réalisateur ou aucun metteur en scène ne m'a jamais proposé. Alors effectivement, dans les registres, puisqu'il y a des registres et puisqu'il y a des formes un peu de rôle, il faut correspondre à des formats. Alors je me suis tapé tous les ministres, tous les procureurs, tous les l'avocat général, tous les machins, tous les directeurs d'entreprise, enfin je les ai fait tous à ma petite échelle. Mais d'un seul coup, un personnage qui m'a donné dans Finale ou dans Vincent doit mourir, alors là, c'est un abîme qui s'ouvre, et alors là, c'est une joie, quoi, parce que c'est une joie et une chance de se dire, mais pourquoi il me propose une chose comme ça? Le côté plaisant, c'est de sortir un peu des rôles qu'on vous propose tout le temps, qui sont souvent les mêmes. Et de sortir de ce qui finalement, dans une certaine mesure, ça veut pas dire que ça nous empêche de travailler, parce que on peut dire énormément de choses à faire avec des rôles traditionnels qu'on nous fourre tout le temps, mais là, c'est une chance d'aller dans l'inconnu, quoi. C'est vrai que c'est très touchant que des gens se projettent en te voyant sur un personnage ou quoi. Mon personnage d'À l'abordage, de Guillaume Braque, il était assez maladroit. C'était un peu un gag vivant, quoi, un gag sur pattes. Et des fois, c'est surprenant. Des fois, la première réaction, en effet, c'est de se dire, oh, ah oui, mais non, enfin, je suis pas comme ça, c'est bizarre et tout. C'est ça qui est excitant, j'imagine. Ouais, le côté surprenant aussi qui revient. Et toi, Nina? Il y a cette idée du défi, et surtout, je suis moi-même toute la journée. Donc, s'il est question que je fasse encore moi sur un plateau de tournage, je vais m'ennuyer mortellement. Effectivement, moi, j'adore l'idée de pouvoir de plus en plus me changer physiquement. Là, par exemple, dans BRI, je fais une gitane avec du contouring, des faux ongles, une perruque jusqu'aux fesses, et je suis habillée en Prada. Ben, j'adore cette idée-là, parce que c'est pas moi du tout. Et je trouve que ce que j'adore dans ce métier, c'est je sais pas, quand on était petit, on disait on va faire la déguise. Enfin, moi, j'appelais ça comme ça, mais pour moi, c'est vraiment ça. Et aussi, quand on peut, par le corps, se transformer. Par exemple, ce personnage-là, si j'avais pas tout cet attirail, je pourrais pas le jouer comme ça. Mais d'un coup, dans mon corps, c'était déjà tellement différent en termes de sensations, le costume, ses ongles, que je suis déjà ailleurs. Je crois qu'il y a aussi un truc, c'est qu'au bout d'un moment, il y a cette idée que oui, on dégage quelque chose de qui on est, etc. Mais pour moi, ça rejoint cette idée de challenge. C'est-à-dire que faire quelqu'un qui n'est pas nous, c'est aussi aller explorer des nouveaux endroits de jeu. J'ai l'impression d'avoir pendant longtemps fait un genre de personnage. J'ai fait beaucoup la fille de gauche qui va pas très bien, mais qui croit en la vie et qui va se battre corps et ongles pour ça. Donc soit dans une histoire d'amour, soit elle a pas de pognon et puis elle va s'en sortir des espèces de battantes de la vie. Ouais. C'est pas la fille jolie, mais c'est la fille qu'on aime bien parce que c'est une battante. Ça, c'était mon credo, avec toujours à un moment une petite scène, regard perdu, larmes aux yeux, ou alors... Ça a été beaucoup aussi un moment. Je souris mais je pleure à l'intérieur. Je l'ai fait beaucoup et j'adore le refaire, mais j'aime bien faire une petite pause de ça, quoi. Ok. Et tout à l'heure, vous avez parlé du fait que vous abordez pas différemment un premier rôle d'un autre rôle. Mais est-ce que des fois vous avez le sentiment qu'il y a une différence d'écriture et de traitement à l'écrit entre les personnages principaux et les personnages secondaires? Curieusement, j'ai souvent l'impression que les personnages principaux sont beaucoup plus simples parce qu'ils ont une telle durée que la complexité va être dans la durée. Alors ils sont simples, on est même jaloux, on dit putain, moi je l'aurais bien joué, moi c'est tellement simple, ça veut pas dire simpliste, il y a plusieurs notes, il y a plein d'échos, il y a plein de choses, mais il y a quand même une sorte de basse continue avec des variations, et voilà. Bon. Okay. Chez les rôles secondaires, des fois, il y a tout dedans, ce qui est pas ailleurs. Alors c'est un espèce de carrefour, où là, il doit tout y avoir. Je l'ai ressenti plusieurs fois. Le réalisateur est beaucoup plus accro avec le second rôle parce qu'il doit tout faire, tout. Il a énormément de fonctions. Il doit être là quand il faut. Il est un rouage pour que le truc continue. C'est souvent le contrepoint dramaturgique du rôle principal. C'est-à-dire, si le rôle principal, a priori, on n'a pas d'empathie pour lui, l'ami qui l'adore va nous faire aimer le rôle principal. Et c'est aussi souvent, dramaturgiquement, celui qui nous raconte des choses qu'on va pas montrer. C'est ça. Je retravaille beaucoup les scénarios avant
avant de les tourner. Enfin, j'aime vraiment bien donner mon avis, de plus en plus. Et souvent, je vois tellement la phrase qui va faire avancer l'histoire et je dis, alors je comprends bien qu'il faut qu'elle dise cette phrase, mais elle va pas du tout la dire comme ça. Enfin, là, il y a vraiment écrit et toi, tu te souviens quand on faisait nos études à HEC et que ta mère est morte? Bah déjà, je vais être mauvaise forcément parce que cette phrase est nulle. Et puis, en fait, je me dis quelle est l'action, quelle est la manière de faire qui fait qu'on va tout à fait comprendre l'information, mais qu'on n'est pas simplement un élément qui va faire avancer la dramaturgie. Ouais, dans le cas du personnage fonctionnel, en gros, qui est celui qui rajoute le truc qu'on n'avait pas réussi à mettre dans le scénario. De toute façon, déjà, il y a un truc bête, mais c'est un truc de durée, quoi. C'est-à-dire que quand tu viens, t'es second rôle, t'as moins de jours, donc t'es moins là, donc faut que tu trouves tout de suite. Et puis même dans ce que va voir le spectateur, tu vois, il va voir des scènes où d'un coup le personnage sera là, quoi. Il va apporter autre chose, d'autres couleurs et tout. Si c'est une comédie, par exemple, il peut se permettre d'être plus rigolo que le personnage principal, tu vois, qui va un peu temporiser, tu vois. Il peut avoir plus de saillie, en fait, étant donné que le personnage principal, bon, sauf il y a évidemment des contre-exemples. Hein, je sais pas si c'est Louis de Funès, plus il en fait, plus on est content, mais il faut quand même qu'il soit là tout le temps, donc faut pas qu'il nous saoule, quoi. Et je sais pas, sur Guillaume Braque, il nous avait montré un film américain qui était un peu nul d'ailleurs, pour nous inspirer, parce que c'était un atelier du conservatoire. Et il nous avait dit, il était nul le film, mais enfin il était pas terrible, c'était une comédie quoi. Mais c'est vrai que les rôles secondaires étaient super attachants. Et que quand tu les voyais arriver dans le film, tu te disais, ah ouais, il est là, donc on va se marrer, ça va être cool. Et du coup, c'est bien si c'est pas plombant quoi. Je sais pas de quelle manière faut le faire, mais... Il y a plus de boulot parce qu'il faut faire passer plus de choses en moins de temps, mais en même temps il y a moins de responsabilité, parce que comme vous portez pas le film vous, et ben ça vous permet plus de liberté pour tenter des trucs. Faut que ce soit croustillant quoi, que on se dit ah ouais il est là. Le personnage principal est vu dans sa longueur, donc toutes ces couches de personnalité elles se déplient dans la longueur du film, alors qu'un personnage secondaire souvent, comme tu dis, il a une couleur unique parce qu'il est là moins de temps, donc on va pas expliquer qu'il est à la fois adorable mais par ailleurs machiavélique avec son voisin par exemple. Et du coup je trouve que ça c'est vraiment un truc, mais qui est intéressant, c'est d'inventer un peu la complexité qu'il y a souvent pas au scénario. Enfin, souvent, c'est pareil, j'aime pas faire des généralités, mais d'un coup, on lui a donné une couleur à ce personnage et comment faire que elle est évidemment dans cette couleur-là, mais pas que. Il y a aussi des moments où il y a des failles, parce que sinon, d'ailleurs, les gens sont jamais comme ça dans la vie. On n'est jamais blanc du matin au soir. C'est quoi vos grandes étapes de travail avec le scénario? C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. Chaque scénario est aussi en fonction du réalisateur. Moi, des fois, encore maintenant, j'ai une hystérie collective à moi tout seul pour essayer de, parce que j'arrive pas à comprendre que des fois, alors je caricature, mais que des fois, dans une certaine mesure, sur certains scénarios, il faut s'en foutre un peu. Enfin, je veux dire, c'est pas s'en foutre, c'est ne pas être bloqué avec le texte. Justement, le laisser vivre avec nous, avec les autres. Même des fois, pourquoi pas accepter qu'il y ait des improvisations, enfin, quand c'est possible. Par exemple, avec Rivette, c'était dans La Pucelle. Alors, tous les matins, on relisait la scène, on disait comment on va le dire. On quittait ce qui était écrit pour rentrer dans autre chose. Un peu comme dans la Commedia dell'arte, où on a une trame, et puis l'improvisation à la Eduardo De Filippo, quoi. J'ai cru que c'était Édouard Philippe avec l'accent italien. Ah non, c'est pas Édouard Philippe. Pas le rapport, là. Ah non, c'est pas Édouard Philippe, hein, c'est Eduardo De Filippo. Pourquoi non le bat? Et par contre, il y a d'autres réalisateurs où c'est au mot à mot. Oui. Au cordeau, quoi. Ben, je sais pas trop comment m'y prendre. J'ai pas de règles du jeu parce que je sais pas trop comment ça va se passer. À des moments donnés, dans Vincent doit mourir, il disait, mais tu t'en fous de ça, c'est la scène qui compte, Et par contre, Jacques Rosier, quand on fait une scène, il regarde jamais le combo. Il nous regarde, nous, en train de jouer. C'est extraordinaire, ça. Je dis pas qu'il était le seul, hein, mais... Et après, quand il devait choisir, c'était encore de l'argentique, il fallait choisir ce qu'il devait développer, il écoutait. Il ne regardait rien, il écoutait les scènes. Et il disait, c'est la 2, c'est la prise numéro 2. Il y avait son fiston qui était à la caméra qui dit, mais non, il y a des trucs, il y a des fautes techniques. Il dit, on s'en fout de l'image. C'est la scène. Elle est juste, c'est vivant. Ça s'approche de la vie. Enfin, moi, j'ai encore beaucoup de mal à pas avoir le même rapport au texte qu'avec Shakespeare ou qu'avec Beckett ou qu'avec... Ce que je ressens aussi, c'est que le texte du cinéma a une importance par rapport à l'image. Au théâtre, il n'y a pas d'image, ça bouge tout le temps, c'est en direct. Le texte au cinéma, il n'est pas tout seul. Il y a l'image qui joue. Alors même si Rosier s'en fout, mais elle est quand même là. Alors qu'au théâtre, le texte, il y a tout dedans. Il y a le décor, il y a l'espace. Chez Shakespeare, il y a même les costumes, il y a tout. Il est complet. Donc l'acteur est passeur de la totalité. Il donne dans le texte toute l'architecture au spectateur. Le plateau peut être vide.
comme disait Jacques Copeau, il peut y avoir simplement un tonneau et un acteur monté sur le tonneau, tout est vide. Quand il dit Shakespeare, on voit tout, ou la tragédie grecque, on entend tout est là, tout est dit. Alors qu'au cinéma, ça fonctionne pas du tout comme ça. J'ai fait un film avec Eugène Green et lui, et en fait, il fait des chants contre chants où tu regardes la caméra. Parce qu'il m'a dit, quand on se parle, comme là je te parle, on se regarde, je te regarde pas de biais comme ça, en te regardant la joue, quoi. Donc lui, il veut vraiment qu'il y ait le regard, quoi. Donc tu regardes la cam, et puis tu laisses des silences, et puis lui, il fait toutes les liaisons, en fait, sur les mots aussi. Au montage, du coup. Mais pourquoi je parle de ça? Parce que lui, c'est un texte, et qu'il s'en fout, en fait, il a créé un jeu qui est anti-psychologique. Il a pas envie que les gens fassent semblant parce que je pense qu'il aime beaucoup Robert Bresson, tout ça, et que ça vient un peu de là. C'est la fameuse question aussi de voir un comédien pleurer, des fois c'est la chose la moins émouvante du monde, alors que des fois voir un acteur qui pleure pas et qui pourtant joue pas son personnage de manière hyper réaliste, ça peut te faire chialer, tu sais pas pourquoi. Ton rapport au scénario, tant que t'as pas eu l'échange avec la méthode, le réalisateur, etc., tu projettes pas de méthode de travail, t'es pas dans quelque chose d'un peu scolaire vis-à-vis du texte. Non, parce que c'est une question de quel film tu vas faire avec la personne, quoi. Je trouve que c'est l'outil commun qu'on a pour raconter l'histoire, et du coup si quelque chose me dérange, pas forcément des dialogues mais dans la dramaturgie, je crois que j'ai pas le souvenir d'avoir dit on va tourner, même pour un second rôle, s'il y a un endroit, un moment où qui me pose un problème, où je me dis c'est trop écrit, où il y a écrit elle pleure et puis elle dit qu'elle pleure et il pleut dehors. Il y a une musique triste. Moi je lis et j'ai mal partout, je me dis non mais ça va pas marcher, on va se faire chier, et du coup je le dis très franchement et je dis elle pourrait pas faire la vaisselle et elle casse je sais pas, et le siphon se met à déborder. Et donc après arrivent les grands débats où on dit non Nina, le spectateur va pas comprendre, et je dis mais si, tu disais tout à l'heure il y a l'image au cinéma, pour moi l'image a tellement sa dramaturgie à elle-même. Il y a un chef opérateur qui s'appelle Mathieu Plainfossé qui m'avait dit une fois sur une scène que je faisais avec Pierre Delanchamp, très romantique, où Pierre me court après dans une cage d'escalier et il bouscule les lycéens qui sortent de classe. Et Mathieu était venu nous voir, il avait inventé un truc, en plus il avait fabriqué un axe pivotant mais qui montait dans la cage d'escalier avec un aimant de portail, donc en fait aussi sa joie à avoir trouvé ça a été très galvanisante, et dit je prends en charge le romantisme, vous pouvez jouer autre chose. C'est la plus belle phrase qu'un chef opérateur ne m'ait jamais dit. Pour moi, c'est vraiment ça le travail d'équipe. Et donc, il y a plein de moments quand je lis un scénario, je demande souvent au réalisateur comment il imagine le film, c'est quoi les couleurs, comment il veut filmer. Et du coup, si, je sais pas, on parle d'un film et je lui dis, alors là, le siphon va péter, c'est 10 fois mieux, plutôt que j'aille dire à l'homme que j'aime que je suis triste parce que j'ai souvent des métiers qui me disent, même des fois de technique ou d'effets visuels, qui disent en fait ça vaut mieux qu'un tel le dise, ou si un tel le dit déjà, que moi je le fasse pas, parce que si on joue tous la même note ça va trop forcer l'émotion. Oui. Et donc quand même un acteur dise vaut mieux moi que je me mette en retrait. Oui. Ça peut être contre-intuitif, je trouve que c'est super intéressant du coup. Mais même par exemple sur les dialogues, moi beaucoup je fais ça, c'est-à-dire que je lis tout et je me dis parce que quand même souvent dans les scénarios on dit ce qu'on ressent, je me dis ok c'est quoi les actions que je pourrais faire, et en plus si je l'ai pas réfléchi avant ça, je peux pas dire à l'accessoiriste le jour même. C'est arrivé là sur une scène où par exemple je faisais la vaisselle et je m'étais dit que j'allais faire la vaisselle comme ça et que on allait parler d'autre chose. Comme ça tu veux dire de façon stressée pour les gens qui nous voient pas. On en parle avec le réalisateur, je vais voir l'accessoiriste, enfin je l'appelle et je lui dis écoute moi j'aimerais bien faire ça sur la scène, et donc on prévoit ça et c'est possible de le faire. C'est-à-dire c'était une scène où on s'engueulait et je trouvais ça hyper commun le fait de s'engueuler comme ça. Enfin, je me disais, on s'engueule en se disant les choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, alors qu'on sait depuis le début du scénario qu'ils sont pas d'accord là-dessus. Je trouve ça à l'inverse beaucoup plus fort. Si le personnage rentre, elle fait la vaisselle, il parle des banalités de la vie, en fait, elle fait la vaisselle comme ça et on comprend qu'elle fait bonne figure. La colère est immense, mais elle sera pas dite, en fait. Okay. Parce que pour le coup l'image elle est, je sais pas si le cadre est serré par exemple, si on sent que mon corps il est étriqué, je sais pas, on sort de la cuisine, je suis étriquée entre les portes de dos, déjà moi cette image me raconte que le personnage est enfermé et qui fait noir, et du coup voilà pourquoi dire pourquoi le jouer en plus, ouais. Oui, voilà. Toi par exemple tu vas t'assurer que les scènes tu les sens, que t'as le sous-texte qu'il te faut quand tu prépares le scénario. Ah oui, puis je peux vraiment dire, je l'ai fait il y a pas longtemps et puis d'ailleurs j'ai fini par pas faire le film, mais de dire j'adore l'idée du projet, mais ça je trouve que ça va pas marcher du tout, ça j'ai pas du tout envie de ça. Je prends un cahier, je fais des notes, on en discute, et puis il y a des fois on arrive à trouver un point d'entente, mais c'est surtout que je sais parfois qu'il y a des scènes je vais avoir du mal à la jouer parce que je la trouve soit très telenovelas, soit à l'inverse, je comprends pas du tout ce qui s'y joue.
Et je me dis, si j'ai résolu ça avant, ça veut pas dire que j'aurais pas des difficultés sur le plateau, mais j'en aurais moins. En tout cas, j'ai l'impression, ou pas les mêmes. Mais après, par exemple, avec Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry, qui sont à la virgule près, ou là, Eric Benzekri, je viens de faire une série avec lui, qui est à la virgule près, qui peut même me dire à la fin d'une prise, il est le scénariste, mais il est là sur le plateau tout le temps, je fais une virgule au lieu d'un point, et à la fin, il me dit, Nina, t'as fait une virgule au lieu d'un point. C'est-à-dire, j'ai même pas cette liberté. Bah, il y a des moments aussi, c'est tellement bien écrit qu'il y a rien à dire. Il y a plein de scénarios quand même qui sont brillamment écrits et on change pas une ligne de dialogue, mais parce qu'on n'a pas envie d'en changer une. Les quelques fois donc où j'ai fait des films, je regrette bien de ne pas y avoir remué ma langue et mon cerveau 7 fois avant d'accepter le tournage et d'en avoir parlé, ou simplement déjà d'en avoir parlé de certaines choses. Et alors je me souviens bien que la scène va arriver et tout ça, et puis c'est trop tard. Enfin, c'est trop tard. En fait, c'est toujours nous qui trinquons. Quand une scène est mal écrite, c'est toujours l'acteur qui se retrouve à être soit hystérique pour montrer un truc qui est trop, soit être dans une émotion qui est nulle. On n'arrive pas à sortir l'émotion parce qu'en fait, c'est juste pas bien écrit. Et c'est pas grave. Enfin, c'est un métier d'artisanat. Moi, il y a plein de moments sur le plateau, je me plante. C'est-à-dire, je fais une prise et je suis pas au bon endroit. Donc, je suis pas en train de dire que le scénario est mauvais. Pas du tout. On est artisans ensemble. Et dès le début, pour moi, si on n'a pas le bon outil, bah, je sais pas, moi, je fais des travaux chez moi en ce moment. Par exemple, j'ai dû retaper le carrelage. Bah, je me suis galérée avec la raclette à enduit, à enlever le truc et la colle sur mon carrelage pendant 3 jours jusqu'à ce qu'un type vienne avec le bon cutter. Et là, j'ai fait, ah bah voilà, d'accord, ok. Et en 2 heures, c'était plié. Pour moi, c'est la même chose. C'est pas du tout une critique sur le scénariste ou de dire alors moi j'aurai la vérité. C'est pas ça. Et puis je pense qu'un scénario, c'est un outil pour avoir de l'argent. Donc il y a des choses qu'on écrit pour que ce soit expliqué parce qu'on n'a pas l'image au scénario. Mais en fait, le scénariste, il est moins dans le corps que nous. Donc faut juste s'aligner. Réajuster. Oui, voilà. T'as raison, François, que des fois, on n'ose pas parler et c'est un peu con. On devrait dire juste, parce qu'en plus, du coup, après, ça arrive sur le plateau, en fait. Le moment où t'as le moins de temps, en fait. Tout le temps. Et des fois, sur le plateau, le scénariste ou le réalisateur dit « Non, je te jure que ça va marcher ». Franchement, 99% du temps, il se retrouve sur le banc de montage. Soit il coupe la scène, soit il coupe la relation qui marchait pas et dit « Non, en fait, on a galéré, c'était compliqué ». Bah oui, c'était sûr que c'était... Guillaume Braque, qui avait travaillé avec nous, il était venu nous voir et il avait beaucoup écrit le film en dialoguant avec nous. C'était simple, il parlait, il nous disait « Bah, comment tu dirais ça ?» Et le scénario, c'était écrit à la 3e personne. Il dit que ceci, cela, et que ceci, cela. Et du coup, t'avais pas une phrase parfaitement écrite, mais tu savais très bien quels éléments il y avait, et il y a pas besoin d'en dire plus ou d'en dire moins. Tu dis ta réplique, qui est juste pas une réplique écrite. C'est un peu improvisé, mais pas trop non plus. C'était guidé, mais. Et puis il y avait aussi un truc, je pense, dans son film qui était sociologique, c'est-à-dire que avec les personnages, on venait pas du même milieu, du même monde, et que mon personnage était plus d'un milieu, je sais pas, bourgeois de province, et du coup, ça me correspondait un peu dans la vie, donc il voulait que ces marqueurs sociaux, je sais pas comment on appelle ça, l'habitus ou je sais pas quoi, ça se dégage, mais naturellement, enfin de la façon de parler, ça dénote tellement de choses des gens. Et du coup, quand un scénario est trop écrit avec des répliques, tout ça et tout, enfin, là, il voulait qu'il y ait ça. Mais ça veut pas dire que c'était pas écrit, étant donné qu'on en parlait avant et que après, quand tu jouais, tu savais très bien ce que tu devais dire. Et puis là, c'est lui qui a adapté en l'occurrence. C'est pas toi qui a été moteur là-dedans, c'est lui qui a regardé comment tu jouais. Ouais, mais moi, je peux dire, bah moi, je dirais ça comme ça. Et puis il me dit ah oui, c'est bien comme ça. Et puis, enfin, parce que tout le monde est différent. Et ce serait un autre acteur, il dirait bah non, moi c'est comme ça. C'est marrant, ça, le truc de la justesse. Il y a des mots qui peuvent être très très soutenus. Et que moi je peux sortir dans la vie courante et du coup je sais pas, ça semblera juste et un autre acteur à un autre moment ça semblera pas juste, c'est ça que tu veux dire? Ouais, donc faut pas hésiter à dire, il y a des trucs, des jurons, n'importe quoi, que on dit pas tous de la même manière. Des fois des scénaristes qui disent mais si, je sais pas, elle dit crotte de biquette et toi tu lis, tu dis elle dit crotte de biquette, mais qui dit crotte de biquette? Et après tu vas au café avec le réalisateur, tu te dis, je sais pas, il fait tomber son truc, il dit crotte de biquette, tu fais ah ouais, d'accord, donc toi tu dis crotte de biquette, ouais. Et pour lui c'est évident. Et là ça semble naturel quand tu l'entends dire. Oui, et dans ta bouche à toi ça n'a aucun sens. Sur quoi vous prenez appui dans le scénario pour construire votre personnage? Bah tout, non. Ouais. Rien n'est ailleurs que dans le scénario pour le personnage. T'as l'âge déjà, le milieu social, des fois dans une conversation, on te dira, je sais pas, quand on était en vacances à la Bourboule, tu dis ah oui d'accord, elle va en vacances à la Bourboule. Enfin, moi je me fais vraiment des fiches d'identité. Enfin d'ailleurs j'écris mon chapitre fiche d'identité, je le mets comme ça.
le nom, l'âge, est-ce qu'elle a des frères et sœurs, c'était quoi la profession de ses parents, chaque détail dans les dialogues de quelqu'un d'autre quand il parle du personnage, ou moi j'écris tout. Et je me dis, à partir de là, je m'invente des souvenirs ou je m'invente une histoire. Mais en vrai, il y a rien d'autre. Enfin, on part de l'imaginaire du scénariste. J'aimerais apporter une nuance dans ce débat. Ouais. C'est qu'on a beaucoup parlé de personnages qui nous ressemblent pas et tout, mais finalement, quand même, il faut que ce soit vivant. C'est le plus important, quoi. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Et donc, la seule manière de rendre vivant une chose, c'est que ce soit proche de toi. Donc, la plupart du temps, il faut retrouver de soi dans ce qui est écrit ou dans la scène. Alors après, il y a plein de manières de le faire. Ça veut pas dire improviser et changer tout et je sais pas quoi, mais c'est ça le boulot, quoi. Parce que composer un personnage et tout, quand t'as une scène et que ça dure un jour, enfin franchement, moi ça m'encombrerait terriblement d'avoir ma petite fiche Bristol avec mon personnage, il pense ça et tout machin. Ok. Ou alors j'avais vu une scène hyper bouleversante dans un film de Romer où je me disais c'est génial ce qu'elle fait l'actrice, elle dit rien, elle est passionnante. Et en fait c'est une scène où elle prie dans sa tête. Elle se dit quelque chose dans sa tête en fait. Donc des fois, il faut penser, il faut qu'il y ait une activité de pensée et tout, si on te filme, pas que tu sois, je sais pas, comme dans une pub ou quoi, où tu penses rien et tu regardes. Tu attends ta réplique. Et tu sais que t'es filmé, ça te stresse et tout, donc faut juste que ce soit vivant, je sais pas. Par exemple, je déplie le personnage pour le comprendre. C'est-à-dire, des fois, t'as des personnages, la manière dont il a de réagir, je me dis, je trouve génial sur le papier, mais par exemple, dans mon corps à moi, ça n'est pas du tout logique. Et du coup, je me fais la fiche d'identité, ça a l'air très scolaire, mais en vrai, c'est pas du tout comme ça, mais je me le fais pour me dire, attends, mais d'où elle, ah ouais, d'accord, elle pourrait venir de là et on pourrait dire que ses parents, c'était ça, son enfance, et du coup, c'est ça qui fait qu'elle réagit comme ça. En fait, j'ai l'impression que je m'écris le monologue intérieur de mon personnage, et après, pour moi, les émotions, on les a toutes vécues pour des raisons différentes, etc. Mais après, tu vas le reconnecter avec quelque chose de ta vie à toi. Ouais. Mais pour le coup, moi, j'ai besoin de comprendre la vie du personnage, parce que c'est quand même ses mots à lui que je vais dire. Je me souviens d'un vieux prof de théâtre qui me disait, ce qui est extraordinaire pour les acteurs, c'est qu'on a le monde entier en nous. On a tous les êtres humains en nous. On est un des êtres humains, alors évidemment particulier, mais toute l'humanité habite en nous. Par contre, évidemment, après, c'est pas les mêmes à chaque fois. Dans les personnages, il faut trouver la résonance. Donc il faut trouver là où ça va mettre en... Alors il utilisait un terme qui nous faisait rire, mais au début ça nous emmerdait, mais c'était horrible. Il disait « Allumez les moteurs, allumez les moteurs, allumez les moteurs ». Parce qu'on disait le truc, c'était pas... Il disait « Non, 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 non ». Même si on voit rien, on voit pas du tout les effets du moteur, mais il faut les allumer à l'intérieur pour que se réanime et se mette en marche tout ce qu'on a vécu avec ses enfants, avec ses petits-enfants, avec son épouse, avec ses parents, qu'on retrouve, et ça se met en marche tout seul. Et c'est d'ailleurs quand même des choses extraordinaires. On peut le trouver dans un scénario, mais moi je trouve que dans les romans ou dans la poésie, on le trouve. C'est quand on lit quelque chose, on dit mais comment ce cochon, comment il peut dire ça? C'est ce que j'ai vécu moi, c'est ce que j'ai ressenti moi. Comment il le sait? Verlaine, comment il le sait? Beckett, pourquoi il parle de ça? Moi je l'ai senti ça. Et on peut trouver dans le scénario, mais par contre, il faut trouver la correspondance. L'arbre généalogique du personnage, même s'il est microscopique, il permet de connecter et de remettre en marche tout ce qu'on a vécu. Parce que pour moi, l'instant du jeu, le moment où on joue, il y a le moment de la préparation, de l'analyse du scénario et tout. Moi, je peux vraiment passer des mois et des heures à me faire des notes, à coller des photos, à me faire des cahiers et tout. Okay. Mais en fait, c'est pour qu'au moment du tournage, t'oublies. En fait, j'ai tellement ingéré d'informations où je me dis, d'accord, je vais aller reconnecter avec ce moment-là. En fait, je sais sur quel bouton, potentiellement, je vais pouvoir appuyer au moment où on va dire moteur. Mais d'ailleurs, au moment même où on va dire moteur, je me dis qu'a priori, je vais appuyer là. Mais si d'un coup, mon partenaire me renvoie un truc qui fait que je vais appuyer à gauche, je vais faire OK, tout à gauche. Et c'était pas du tout prévu. Mais moi, je crois que je ne peux pas lâcher prise si j'ai pas profondément bordé mon personnage. C'est-à-dire, mon prêt, il peut être très grand, mais il est là-dedans. Et là-dedans, je peux courir à la vitesse que je veux et je fais ce que je veux. Ça évite aussi les fins de journée. J'en ai eu beaucoup, ou la fin de la semaine, et je me dis, oh putain,
j'aurais dû faire ça. Mais pourquoi j'ai pas pensé? Et d'un coup, je me dis, j'ai joué la scène d'une manière si banale. Et en fait, bah oui, j'avais pas assez travaillé. Donc j'ai joué la scène comme elle était écrite, quoi. Très bonne élève. Mais ce qui est extraordinaire, justement, cette chance qu'il y a quand on a préparé à l'intérieur, enfin, essayer de reconnecter tout ça, c'est que justement, on peut ne plus avoir de mémoire. Parce que le corps a la mémoire. Le corps a plus de mémoire que notre mémoire. Et donc, on peut se jeter dans la piscine sans savoir s'il y a de l'eau, parce que la confiance, elle est avec nous. On peut se jeter, on peut justement être amnésique. Attends, je crois que je comprends pas trop. Toi, tu dis on peut y aller sans se dire sur quel bouton on va appuyer, mais comme le partenaire ou la situation vient appuyer, le corps réagit, mais c'est ça? Effectivement, il va te parler, il va te dire, alors, c'était comment là-bas? Puis tu vas ça, ah bah oui, bien, je me souviens bien. Enfin, le corps sait. Et les paroles viennent naturellement après, ouais. Alors du coup, c'est même pas naturel. C'est ça qui est extraordinaire. C'est comme si c'était naturel, mais en même temps, c'est abstrait. Enfin, comme chez Bresson, comme chez Romer. C'est un mélange incroyable entre la vie et pas la vie. C'est quand même une construction. Mais parfois, tu te fais cueillir toi-même par la scène. Moi, ça m'est arrivé plein de fois. C'est-à-dire d'être tellement au présent de la scène et tellement tout le temps dans l'auto. Moi, je me persuade, et c'est drôle parce qu'une ostéo m'avait dit ça. Elle m'avait dit, c'est fou, parce que je la voyais sans lui dire les personnages que je faisais. À chaque fois, elle me dit, oh, alors là, il y a beaucoup de masculinité. Là, il y a beaucoup. Et je me dis, mais c'est quand même incroyable. Après, comme on s'est vu plusieurs fois, elle m'a dit, j'ai lu des choses sur le métier d'acteur, etc. Elle me dit, en fait, votre corps vit les choses. C'est pas du jeu. En fait, vous avez vécu toutes les choses. Et vraiment, moi, je crois vraiment à ça. C'est-à-dire, sur une scène, et c'est ce que j'adore dans notre métier, je me persuade que la scène que je suis en train de faire, c'est-à-dire, si il commence à m'insulter, je vais pas, à l'intérieur de moi, me mettre la barrière de ne t'abîme pas, tout ça n'est que du jeu. Je vais vraiment me foutre dans la situation et du coup on est cueilli comme dans la vie. Et tu vas rentrer en rogne le soir chez toi comme si t'avais vraiment vécu un truc. Ouais. Mais le nombre de fois où je fais une scène triste le lendemain et du coup je la relis comme ça. Puis déjà la veille j'arrive et je suis sur le plateau. Je dis à la maquilleuse, je suis pas dans mon assiette. Je sais pas, je suis un peu le cafard. Et le soir je me dis mais quel idiote. Mais quel idiote. J'étais déjà en train de me mettre, mais c'est de l'inconscient. C'est de la cuisine à deux. C'est pas de l'acteur studio volontaire et penser. Non, c'est que à un moment quand on a tant travaillé et qu'on est en train de se faire traverser par des choses, et puis parce que on est plongé dans la scène, et j'adore ces moments où on est tant dans le présent que justement on se fait surprendre nous-mêmes par notre jeu. D'un coup on se dit ah bon, je suis en train de faire ça, ah ouais, ah putain ça marche hyper bien, ouais, génial. Parce que oui, comme dans la vie, on réfléchit pas. En fait, à un moment, pour moi, le travail d'avant fait que on débranche le cerveau et on est dans les tripes. Comme l'autre nous parle et nous dit, donc c'est lui qui rebranche tout, c'est lui qui, il faut être branché, quoi. En fait, la difficulté, je trouve souvent, c'est de pas oublier l'enjeu. Sur des scènes, je me dis c'est quoi l'enjeu? Est-ce que son mari rentre, j'ai vraiment des idées nulles, mais son mari rentre et il a acheté du poulet alors qu'il devait acheter du poisson. Est-ce que foncièrement c'est grave pour elle ou pas? Qu'est-ce qui se joue là-dedans pour elle? Si vraiment c'est grave, alors là, avant la scène, je me dis là tu vas être dans le présent. Mais dans le présent, là-haut, quoi. Donc tout est pris comme ça, quoi. Mais moi, je trouve que c'est là où parfois je peux me planter. C'est-à-dire, j'avais pas compris que l'enjeu pour ce personnage, à ce moment-là, il était très très fort, ou alors pas du tout. C'est souvent là que moi je peux me tromper, par exemple. Avoir les bons curseurs sur l'intention et par rapport à l'enjeu de la scène. Okay. Après, là, vous parlez, j'ai l'impression vraiment d'un 7e ciel d'être pris par la scène et tout, mais des fois, la trivialité du tournage est quand même difficile, je trouve, à dépasser, quoi. Quand t'as pas de temps. Moi, ça m'est arrivé sur un court-métrage, un coup, que je vois l'installation et en fait, il y avait une forêt de réflecteurs qui faisait que je voyais pas la personne avec qui je devais parler, quoi. Tout le monde avait l'air ok avec ça et j'ai dit mais il faut au moins que je vois ses yeux, quoi. Est-ce qu'on peut bouger le machin là? Et puis en fait tu fais peu de répliques, enfin tu vois, puis t'es filmé, enfin faut. Et puis il y a plusieurs prises, donc la deuxième, la troisième, est-ce que t'as la même intensité d'émotion et intuition, etc. Donc c'est vrai que c'est. Puis au théâtre, je trouve d'oublier. Moi ça m'est arrivé de jouer un rôle et genre au bout de la 30e représentation, tu finis par à la 31e traverser la pièce justement dans ce truc de où d'un coup c'est bon, c'est là, le flux est là et t'as plus qu'à éprouver, à traverser ça comme une danse et à être emporté, à tout changer et en même temps à être encore dans la justesse et tout, mais ça demande tellement de temps. Tu peux pas, t'aimerais tellement que ça arrive, mais quand ça arrive pas. Mais moi je crois qu'au cinéma je peux l'avoir très très vite parce que j'ai tellement. Je sais pas si c'est peur, mais cette grosse caméra qui me regarde, quand même, il y a un truc d'être regardé comme ça me dérange beaucoup. Et du coup,
Je me plonge dedans pour oublier qu'on est en train de me regarder faire l'actrice, quoi, en fait. D'accord. Je me dis, je veux pas savoir qu'on est en train de m'épier. Epstein l'appelle la machine intelligente. Franchement, la caméra filme les pensées. Exactement. Et il dit, dans le bouquin qui s'appelle justement La machine intelligente, il dit, elle voit ce qui est impossible à voir. Bon, après, elle voit aussi, moi, ça m'a fait rire plus d'une fois, la scène au balcon où le personnage regarde pensif, où, comme tu dis, il y a 1 heure d'install, t'es fatigué, c'est la fin de semaine. Je regarde le balcon en me disant, quelle heure il est 1h30, donc là, je vais être chez moi dans 1h15. Ah putain, je vais dormir 5 heures, j'ai hyper faim, y a pas de croque-monsieur. Et là, les gens te disent, attends, dans ce film, la scène du balcon, t'avais une intensité, on sentait la on voit que le personnage se refait sa vie. Je me faisais les courses à ce moment-là. Des fois, c'est Ça, avant c'est le action drôle ou aussi. après le coupé. Des fois, c'est même en dehors des prises qui prennent les rushs, quoi. Ça, c'est le hasard et la nécessité. Il y a des moments donnés, un truc qui était loupé, il peut prendre des proportions magnifiques. Ça Ou la aussi. complicité. Moi, je Bien me sûr. souviens d'un film où je suis avec ma mère et il se trouve qu'avec l'actrice, ça a été très compliqué. Et je pense que 80% des scènes, je parlais à une balle de tennis sur un pied de projecteur parce que Chouette. elle avait mal au dos. Et les gens ont dit plein de fois, c'est extraordinaire cette relation mère-fille où on se sent tout. Et je me disais, mais là, il y a quand même la plupart des plans, je regarde une balle de tennis, donc je suis hyper contente que ça marche. C'est drôle aussi, comme c'est de la fabrique. C'est de l'artifice. Mais en même temps, quand on pense à Kurosawa, des fois je me dis mais que ça doit être quand même extraordinaire de pouvoir répéter 1 mois une scène. Enfin, je sais pas ce que ça doit être. Ou dans Baby Doll, la scène autour de la table, il y a 1 mois et demi de théâtre où il y a personne, il y a que 3. Je suis tout le temps un peu entre les deux sur cette histoire de répétition parce qu'il y a plein de fois où je me dis merde, on aurait dû, parce qu'on n'en fait tellement pas au cinéma que je me dis on aurait dû en discuter. Et il y a aussi plein de fois ou parce que justement je sais qu'on a 5 prises, que la scène a besoin d'une intensité, a besoin, je vais convoquer tous mes ancêtres, c'est-à-dire que je vais vraiment me mettre dans un truc, me dire c'est là-haut, c'est maintenant. Et en fait j'adore ça aussi parce que par exemple ça m'est arrivé plus d'une fois en casting où on te fait toujours passer la scène la plus difficile du scénario pour être sûr que tu saches pleurer et te mettre dans une intensité folle. Et en fait quand il s'agit de la refaire, et bah du coup tu te dis mais non, voilà, je l'ai fait une fois en fait, je suis constituée pour faire cette chose une fois, mais je vais donner ma vie à ce moment-là, mais par contre je la fais 2 heures, après je la refais plus. Quand j'ai reçu les directrices de casting, il y en a qui m'avaient dit justement qu'elles donnaient pas le dialogue ou les scènes à jouer, qu'elles donnaient autre chose dans la veine du personnage pour être sûr de préserver un peu la fraîcheur du personnage pour, par exemple, le tournage. Après, ça dépend aussi des méthodes du réalisateur, mais c'est un truc effectivement que j'ai entendu. Je vais rebondir parce que moi, il y a un truc que j'ai pas mal entendu, c'est le fait qu'un acteur ou une actrice s'empare du rôle. C'est-à-dire qu'on fait les auditions et à un moment, il y a une espèce d'évidence qui naît. On dit, ah bah voilà, cet acteur, cette actrice que j'ai choisi parce que il ou elle s'est emparé du rôle. Est-ce que ça a du sens pour vous? Comment vous vous emparez d'un rôle au moment d'une audition ou quoi? C'est un cauchemar, alors j'ose même pas en parler. C'est comme les examens, le bac, le BEPC, tout ça. J'ai l'impression que je vais tout rater, je saigne du nez avant, enfin bon. Non. Puis alors en plus maintenant, ils demandent beaucoup de les faire par Zoom ou de les faire... alors là, non, moi je En peux vidéo. pas, bah oui, je sais même pas déjà me servir du truc comme une poule qui a trouvé un couteau. Alors évidemment, je suis tellement content quand quelqu'un me téléphone en disant « Est-ce que tu veux faire ça ?» Ah, mais donc c'est moi, tu m'as appelé moi pour que je le fasse moi. Ah, mais là, c'est les plus beaux jours. Enfin, je veux dire, c'est-à-dire qu'on t'appelle, quoi. Et quand il dit non, il va falloir prouver quelque chose. Enfin, mais je vais prouver que je n'en suis incapable. Enfin, ça me fout le cafard. Je l'ai raté d'avance. Enfin, j'organise tout pour saigner du nez sur le machin, pour avoir la diarrhée, la prostate qui redémarre. Ouais. Non mais après c'est dur le fantasme aussi de la performance hyper réussie, du casting où tu vas bouleverser les gens, je sais pas. Moi je me souviens que il y a une scène que j'avais joué dans un film où je devais être au téléphone avec ma mère. Et l'actrice qui m'appelait au téléphone était pas disponible. Donc il m'avait mis une assistante qui avait genre mon âge. Et j'arrivais pas du tout à jouer la scène. Et il a donné le téléphone à la dame qui s'occupait de la cantine et qui avait plutôt l'âge de ma mère. Et d'un coup, j'y arrivais. Enfin, c'était plus naturel pour moi. Alors que j'étais au téléphone, elle était pas là, tu vois. Elle répondait juste au téléphone. Donc en fait, il y a des auditions où en fait, si t'es pas avec la bonne personne, en fait, ça marche pas. Et ça marche pas. Et une fois que t'as constaté que dès les premières répliques que ça marchait pas, en fait, ben, tu vas te débattre, tu vas faire plein de choses. Ce sera très intéressant. Tout n'est pas dans tes mains, ouais. Je sais pas dans quelle main c'est, mais c'est une scène, c'est vivant. Si ça marche, ça marche. Ça marche pas, ça marche pas. Tu sais pas le meilleur qu'a le casting. Moi, je suis vraiment persuadée Oui, bien que sûr. c'est la personne qui doit l'avoir. C'est pas une question sûr. de capacité. Moi, j'ai fait 1000 fois la réplique et je trouve ça hyper intéressant de le faire parce que à comédien égal ou même meilleur, c'est pas le meilleur qu'on prend, c'est celui où on se dit ah ouais, c'est lui.
Je sais pas pourquoi, parce que c'est évidemment lui. Donc quand tu dis redonner la réplique, c'est que t'es la personne qui répond à celui qui passe audition ou celle qui passe audition, c'est ça? Ok. Mais ça, c'est une chance quand il y a une réplique. Quand c'est la casting qui dit le truc derrière son... C'est un enfer. Non, mais je sais pas s'il faut que je pleure, s'il faut que je dise au revoir madame, excusez-moi, je me suis trompé d'adresse. Enfin, je sais pas quoi dire. Il dit, on imagine que t'es dans la forêt, qu'il y a une pluie torrentielle et que la pierre est à 400 mètres de toi et tu l'appelles. Mais t'es devant moi, il fait hyper beau. Dans une pièce. Et t'es une femme. Bon, bah alors, d'accord. Ça n'a aucun sens. Avant, je pensais beaucoup comme toi et je pense qu'à un moment, j'en ai eu tellement marre de me sentir humiliée en casting. Et puis j'ai fait beaucoup la réplique. Et un truc qui me frappait à chaque fois, c'est de voir que soit les directeurs de casting, soit les réalisateurs, c'était pas tant la performance qui était faite dans la scène qui séduisait, mais c'était l'ouverture de porte. Qu'il y avait un truc, mais moi-même en donnant la réplique, quand la personne ouvrait la porte, soit je me disais, ah tiens, c'est drôle, c'est déjà le personnage ou c'est pas le personnage. Et moi, je sais que maintenant, en fait, je m'amuse de manipuler complètement les gens qui sont au casting. C'est-à-dire, si j'ai une scène, c'est arrivé, je sais plus quand, je faisais une scène d'un personnage qui était plutôt drôle, mais il se trouve que dans le scénario, il y avait une scène où elle était en colère. Et par exemple, il y a des indications de costume, je vais m'habiller comme le personnage, vraiment, je vais mettre les chaussures, les trucs, je vais surtout pas y aller comme je m'habille dans la vie, sinon je me fais niquer, et sur le plateau, on va me mettre cette queue de cheval, ce jean et tout, et j'ai pas envie de le faire. Et si par exemple la scène est douce, mais il se trouve qu'il me demande pas la scène en colère, mais que le personnage est en colère, j'avais fait ça l'année dernière et ça avait tellement bien marché. J'étais arrivée, je dis bonjour, non pardon, ça va, je suis un peu énervée parce que bref, on m'a piqué mon vélo, c'est infernal. Pardon, il faut vraiment que je redescende. Et en fait, là, j'ai vu, et je riais tellement à l'intérieur, j'ai vu la directrice du casting lever les yeux tout doucement et se dire, c'est incroyable, le personnage est devant moi. Et je me disais, ils sont tous en train de se faire avoir comme des bleus. Mais du coup, quand tu disais ouvrir une porte, moi je voyais genre une proposition de jeu. Non, c'est ouvrir physiquement la porte. C'est le moment où tu rentres dans la pièce vraiment, quoi. C'est si par exemple le personnage traverse une dépression, alors que franchement je pète la forme et je suis hyper contente de passer ces essais, moi j'aurais envie de faire yes, salut, ça va, puis souvent tu connais directeur de casting, donc avant je faisais coucou, oh, c'est trop sympa, je suis trop contente d'être là pour les essais, bon je me concentre maintenant je fais pas ça du tout, j'ouvre la porte comme ça, alors qu'elle te connaît la personne, donc elle sait qui tu es, donc elle sait que t'es pas cette personne. Ça va, ouais, je suis hyper heureuse d'avoir lu le scénario, je trouve ça vraiment ouais, vraiment bouleversant. Et c'est surtout que d'un coup, j'ai l'impression, c'est exactement ce que tu décris, que sinon, j'arrive et je suis la proie et on va me dévorer. On va me dire si je suis bien, si je corresponds. En fait, j'ai l'impression de pousser la porte et qu'on va mettre une note sur tout, de mes chaussures à l'élastique de ma queue de cheval. Et que quand je fais ça, c'est-à-dire quand je reprends un peu la main sur le costume, mon état, et que je sais que je suis un peu en train de manipuler mon monde, en fait, ça me fait marrer. Et surtout... T'as une distance. Comme du coup, déjà, je me suis amusée à préparer tout un petit pataquès, que ça marche ou pas, l'exercice m'a amusée. Alors qu'avant, c'était comme toi. Enfin, et d'ailleurs, encore maintenant, je passe quand même 1 heure aux chiottes avant. Je suis tendue, je fume 5 cigarettes, je suis 10 minutes avant et je tourne devant. Mais quand même, il y a un endroit où ça m'amuse de manipuler un peu les gens parce que sinon, oui, on est des proies et on va se faire bouffer, quoi. Je voulais simplement remercier l'émission parce qu'on est à l'école. Enfin, moi, je suis à l'école et du coup, j'imaginais pas apprendre autant de choses, ça fait du bien. Non. Mais est-ce que vous avez toujours des morceaux de scénario suffisants pour nourrir ça, pour nourrir ce jeu-là, ou pas quand vous faites une audition? Bah, des fois, il y a rien, non? Des fois, dans les essais, hein. Des fois, t'as juste ta scène. Et des fois, en plus, ils te disent rien du personnage, rien qui pourrait t'aider. De plus en plus aussi, il faut arriver, c'est le truc du scénario, avec un point de vue sur le personnage, quoi. Sinon, t'es là, tu dis, ouais, faut que je joue bien, faut que je joue juste. Alors, tu joues un truc, mais je sais pas, c'est la question de la consistance, de la lumière, de qui t'es, de qu'est-ce qu'on voit. C'est ça qui est touchant. Sinon, c'est rien, quoi. La scène, elle sera bien jouée, entre guillemets, mais qu'est-ce que ça veut dire? Puis, de toute façon, il y aura pas les éléments autour de toi. Enfin. Mais en même temps, des fois, c'est vrai que c'est dur, peut-être, d'avoir un point de vue. Des fois, peut-être, il y en a pas, puis il arrive sur le présent quand tu joues. Enfin, de toute façon, c'est une prise de tête, le jeu d'acteur. Parfois, c'est aussi la capacité, je trouve, à rebondir. Enfin, moi, quand je suis réplique, je me dis ça souvent. Si, par exemple, l'acteur fait une proposition qui est pas forcément la bonne, mais que la réalisatrice ou le réalisateur dit « fais-moi l'antipode de ça » et qu'il s'en empare, là, tu te dis « waouh, ah ouais, d'accord, on a
possibilité de choses qui est énorme quand même. Moi, c'est vrai que je suis peut-être trop sage. T'as raison dans ton attitude. Moi, j'arrive, coucou, c'est moi. Alors, ah oui, il faut que je joue. Okay, Mais bon, il suffit que ce soit ça qui soit cherché, ça peut marcher aussi. Enfin, c'est ça qui est. Bah oui, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que vous avez souvenir d'une fois où vous vous êtes donné à jouer un truc qui n'était pas écrit sur le scénario, qui vous a permis de vous sentir bien dans la scène, ou simplement, par exemple, c'est une scène où ça rencontre, je sais pas grand chose, ça arrive des fois sur les personnages secondaires. Je trouve que souvent au scénario, il faut se dire, est-ce que les mots prononcés peuvent être traduits en action. Par exemple, je pense au film de Stéphane Castan. Personne doit mourir. Voilà. Ça n'arrive jamais dans ce film et c'est ce que j'ai adoré. Alors que je pense qu'il y a vraiment des films où le personnage dirait je crois que on est suivi, j'ai l'impression qu'il y a une telle violence, il faudrait peut-être prendre la voiture et partir loin pour qu'on évite tout le danger parce que je crois qu'on va mourir. Bon bah là, jamais cette phrase est prononcée. Mais par contre, il y a un regard d'angoisse. Ils prennent la bagnole, ils vont loin et ils se regardent dans l'angoisse. Bah voilà, du coup, il n'y a pas besoin. En fait, on est dans l'image. Ça m'intéresse 1000 fois plus. Ce que fait Stéphane tout au long du film, c'est ça. Franchement, c'est pas un film très bavard. Mais le corps est en mouvement et pour l'acteur, c'est quand même 10 fois plus intéressant. Bah en fait, il y a du jeu, quoi. Du coup, le corps est obligé de raconter quelque chose puisque les mots vont pas être dits. Et pour le spectateur, le fait que ça soit présent et pas dit, met le spectateur dans l'action. Il ressent certainement plus l'angoisse et l'envie de foutre le camp dans la voiture avec, parce que c'est, dans ce film, enfin, moi, c'est ça qui me touche aussi. Il a un côté quand même plus anglo-saxon que français. Je sais pas pourquoi, je le sens comme ça, comment c'est construit. Puis, il a un côté pas tellement franchouillard, je sais pas il y a du suspense. Bon, il y a un côté Hitchcock avec, on a l'impression que tous ceux qui agressent sont des oiseaux et qui ont envie de le piquer. Et puis, j'ai toujours envie de dire, la première fois que je l'ai vu, alors là, c'était frappant, évidemment, mais en lisant le scénario, je le sentais aussi, c'est en tant que spectateur de dire non, comme chez Guignol, non, c'est pas lui. Moi, je disais ça tout le temps. Je dis non, mais fais ça. Il est derrière toi. Il est derrière toi. Et ça me ravit parce que je me dis, mais ça, c'est Guignol. Enfin, je veux dire, chez Hitchcock, on dit, mais attends, il monte avec le verre de lait. Qu'est-ce qu'il y a dans le verre de lait, là? Et donc ça, dès le scénario d'En Vincent doit mourir, c'était déjà, tout reposait pas sur le dialogue. C'est pas un truc qui a été retravaillé en prépa, au tournage, ou qui a été coupé au montage. Ah oui, complètement. Et ils sont très singuliers. Moi, ce que j'ai adoré, et je me suis dit qu'au scénario, ça devait être assez génial, c'est la singularité des personnages. Il n'y a pas un personnage, du personnage principal au secondaire, qui n'est pas particulier. Pour les scénaristes, souvent, j'ai envie de leur dire, moi, je vais m'identifier 10 fois plus à une punk que à une fille qui est en jean basket et qui regarde la télé à 20h, par exemple, parce qu'on a tous la sensation d'être un peu dans sa vie, un peu l'unique, on a un peu son point de vue, on est un peu particulier. Donc, quand un personnage a l'air singulier, on a de l'empathie. Par exemple, ce film The Eternal Sunshine of the Spotless Mind, si elle avait pas les cheveux bleus, la doudoune orange, mais on l'aimerait 10 fois moins. D'un coup, elle est tellement singulière. Bon, après, tout est brillant dans ce film, mais je veux dire, c'est parce qu'elle est si singulière qu'on s'y identifie. Par exemple, Vima Laponce. Personne doit mourir. Son costume de serveuse du début à la fin. Ce truc avec les menottes. Mais en fait, personne ne fait ça dans la vie. Et du coup, on l'aime d'amour, ce personnage. Et il est hyper fort, ce film, pour ça. Parce que tous, vous avez votre manière à vous. Dans la station-service, le clochard, enfin, qui arrive, mais c'est, quand je l'ai vu, j'avais lu la scène 40 fois, tout ça, mais c'est incroyable. Et cette singularité, mais il la trouve à chaque fois. C'est comme ça dans tous les courts-métrages aussi qu'il a fait. Dans Jeunesse française, c'est que des portraits, que des icônes. Mais en plus, pour moi, parfois, ces singularités-là, il y en a pas besoin de les justifier. C'est que, par exemple, je sais pas, un scénariste décrit l'appartement du meilleur ami, donc du second rôle, du meilleur ami du premier rôle. Je sais pas, il y a juste écrit qu'au mur, il y a les pochettes de disques de Claude François. Mais par exemple, moi je lis ça, j'adore, et j'ai pas besoin de comprendre, on n'a pas besoin de m'expliquer d'où vient sa passion pour Claude François. Je me dis juste, mais il est trop drôle ce mec, il a 19 ans et il a Claude François sur tous ses murs. Déjà j'ai envie de savoir qui est ce personnage. C'est que des fois je trouve qu'on n'ose pas faire des trucs absurde, où je sais pas, le type se lève la nuit et mange une currywurst, une saucisse au curry. Mais pourquoi? Mais en fait, on n'a pas besoin de savoir. Ou alors si ça se trouve, sa mère est allemande et c'est sa Madeleine de Proust. Mais sinon, moi, cette scène me fait je la lis et je vois, il se lève, il pisse et il va manger une saucisse au curry. Mais j'adore cette scène. Je trouve qu'on est de bien pauvres choses quand même, souvent les comédiens. C'est-à-dire que... Ouais. Tout ce qui nous entoure, ce que tu disais, le costume, la narration, la façon dont l'histoire est racontée, filmée. Enfin, il y a tellement de strates qui font que
on t'offre un cadeau ou pas, enfin on essaie de faire de notre mieux, mais Ouais, t'as pas un pouvoir d'action qui est si énorme par rapport à tout ce qu'il y a autour de toi. bah si, t'as un énorme pouvoir d'action parce que voilà, c'est toi et qu'il faut que ce soit toi, et ce sera nul si on voit le rôle et si on se dit bon bah ça aurait pas changé grand chose si on t'avait remplacé, mais si, t'as un énorme pouvoir d'action, mais quand même, il y a plein de choses qui dépendent pas de toi, enfin, comment l'histoire est racontée et tout. Mais c'est surtout que t'es très seul. Moi, je trouve que le pouvoir d'action est immense. C'est-à-dire qu'en vrai, le costume, tu peux vraiment avoir un avis, le maquillage, la coiffure, le scénario. Mais t'es très seul, surtout sur un second rôle. C'est-à-dire, tu vas pas avoir 4 heures de discussion avec le réalisateur où tu vas dire, j'ai pensé à ce que tu peux un peu avoir sur un premier rôle. Et encore que, il y a quand même plein de moments où même en premier rôle, t'es quand même tout seul avec tes intuitions. Et ça, je trouve ça très dur. C'est-à-dire, t'as une intuition, mais en fait, tu peux complètement te planter. Si ça se trouve, c'est pas la bonne. Mais t'es tout seul avec le fait d'essayer ses intuitions. Est-ce que vous échangez des fois avec les scénaristes eux-mêmes, notamment quand ils sont pas réalisateurs? Oui, non, j'ai jamais vu. Je sais pas quelle tête ils ont. Par contre, ce que j'ai vu, mais ça c'est peut-être parce que je suis trop, je sais pas quoi, à côté de la plaque, c'est des adaptations d'autres scénarios ou des adaptations de romans. Alors là, je tombe c'est abyssal, quoi. C'est-à-dire, le gâchis qui est fait, l'adaptation par des équipes françaises de films britanniques, bah, t'es devant le fait accompli, hein. Le massacre est fait à la tronçonneuse. Il y a des personnages qui n'existent plus, d'autres qui sont inventés. Ça arrive. Mais il y a aussi énormément de scénaristes très bons dont on massacre les scénarios à force d'être passés par 10 commissions qui font que on n'a pas compris, qu'on n'a pas répété assez le nom du personnage. Alors du coup, maintenant, dans les scénarios, tu vois tout le temps, Paul, je voulais te dire que, Paul, tu m'as dit que, je me dis, mais en fait, ça fait 7 fois qu'elle l'appelle, on a compris. Non, mais on n'est pas sûr d'avoir bien compris. Ah bon? Moi, j'ai vu des copains scénaristes où entre la V1 que je lis, que je trouve géniale, pas parfaite, mais en tout cas très singulière avec un univers et qui d'un coup, au fur et à mesure des commissions, devient une histoire banale d'un couple là où il y avait de l'humour noir, il y avait un truc et je trouve que en France, on discutait de ça avec Pierre Jolivet où on disait mais en fait, il devrait avoir 10% du budget d'un film parce que sans scénario, on n'a pas, c'est quand même la base de tout ce qu'on va faire après. Et donc c'est sûr que quand t'as des mecs qui travaillent pendant 2 ans, qui sont complètement sous-payés et à qui en plus les bureaucrates de commission donnent un avis qui n'est pas l'idée de t'as une singularité. Moi, je trouve, un scénariste ou un réalisateur, tu le pousses dans sa singularité, tu le remets pas dans les cases pour que tout le monde comprenne. L'idée des retours de commission, moi, c'est ce que j'aurais envie d'entendre. C'est de dire, toi, t'es à cet endroit-là, par exemple, le film de Stéphane, il est un peu inclassable. Bah, faut pousser l'inclassable, c'est ça qui est intéressant. Ouais, bien sûr. La place du scénariste en France, elle est un peu terrible, quoi. Je veux dire, financièrement, c'est compliqué, quoi. En tout cas, ça doit être dur pour eux, je trouve, de croire en une histoire aussi longtemps, quoi. Quand ça fait 3 ans que tu te traînes une histoire, et il te passe tellement de choses dans ta vie. Mais c'est pour ça que je disais qu'on était des pauvres choses, c'était une expression, mais je crois que je suis très attaché, moi, à la narration, quoi, comment on raconte une histoire. Et ça me fait peur, le truc du laminoir, où on va prendre à chaque fois un roman, n'importe quoi, un truc qui existe déjà ou n'importe quoi d'autre, mais et que ce soit tout le temps les mêmes méthodes de narration et tout. Il y a un entretien de Claude Simon, c'est un romancier que j'aime beaucoup, qui a pas mal changé la façon de raconter les histoires. Et il parle de cinéma et j'aime bien comment il en parle. Il dit que il faut pas que les procédés de narration du cinéma soient les mêmes, et c'est très radical ce qu'il dit, que ceux du roman au 19e, quoi. Ça peut pas toujours être la même chose. Et il y a plein de films qui mettent les choses cul par-dessus tête, quoi. Et puis aussi la question de qu'est-ce qu'on comprend d'une intrigue, qu'est-ce qu'on fait trop comprendre et tout. Hamlet, c'est la plus grande pièce de tous les temps et on comprend rien. Il fait semblant d'être fou, on sait pas pourquoi, ça n'a aucun sens. Et tout le monde connaît ce truc-là et c'est un truc de mal. Je veux dire, un mec écrirait un scénario de ce genre aujourd'hui, on lui dirait mais on comprend pas ce que veut ton personnage, qu'est-ce qu'il fait. Ça passerait pas en commission. Bah non mais c'est une blague ce que je dis, mais c'est un peu vrai, quoi. C'est un regard aussi sur les acteurs qui peut être beau. L'acteur que je préfère de ma vie, c'est Lee Kang-cheng. C'est l'acteur des films de Tsai Ming-liang. Et La Rivière, c'est un film, en fait, il l'a fait à partir de sa vie où le mec se retrouve le cou bloqué en arrière et il arrête pas de voir des gens pour le soigner, des médecins, des moines, tout ce que tu veux. Ils arrêtent pas de le masser, de lui toucher le corps et tout, de lui planter des trucs, des aiguilles, des machins, bref. J'ai trouvé ça bouleversant, ce corps livré au cinéma comme ça. Mais encore faut-il avoir un cinéaste qui donne la bonne narration, le bon truc, le bon regard pour qu'on voit ça. Sinon, le pauvre acteur que moi j'adore, s'il était dans un film traditionnel où il dit salut, ouais, passe-moi le sel, machin, quelle heure il est, enfin ça se trouve je l'aurais jamais vu, quoi. On a besoin d'un regard pour qu'on donne quelque chose. Ça m'est arrivé aussi une fois, le réalisateur lui-même qui a changé son scénario. Je sais pas, il trouvait que c'était la fin. Et alors, d'un seul coup,
J'ai osé lui parler comme ça, de lui dire, mais c'est horrible. Enfin, j'avais vraiment l'impression qu'il détruisait tout. Ah oui, vraiment. Mais... Ah, je croyais que c'était dans le bon sens. Tu disais qu'il avait une Est-ce qu'il avait écrit le scénario ou est-ce que c'est le scénario de quelqu'un d'autre, en l'occurrence? Non, c'était le sien. Et il a eu un doute, il a eu une hésitation. Et il l'a changé. C'était pas une tristesse de dire « Oh, c'était mieux si, c'était mieux ». C'était pas ça. T'avais l'impression que le fondement et le cœur de la chose se fanait. Mais c'est vrai qu'un doute, quand ça dure, j'imagine, 1 an, ça doit devenir un truc où tu te dis « Bon, allez, je change tout, je réécris tout, je le jette à la poubelle et on passe à autre chose ». Puis en plus, ce qui est très difficile, c'est que tout le monde donne son avis. Moi, tu parlais de garder le désir. Ça, c'est un truc. Ouais. Mais garder le désir quand en plus, toutes les 2 secondes, t'es sûr du pulvère? T'es sûr? Non. Non, je pense que c'est peut-être bien, mais moi, j'aurais mis rouge. Ouais. Et pas de, d'accord. Bon. Et en fait, c'est ça le plus difficile, je pense, c'est quand t'as 40 personnes qui passent leur temps à te dire que, est-ce que t'es vraiment sûr, peut-être qu'on pourrait faire autrement? C'est dur de garder ces certitudes. Mais c'est vrai que si tout le monde collaborait avec le scénariste, ce serait pas évident pour lui d'écouter tous les retours qu'on lui fait, etc. Mais pour le coup, moi, je trouve en série, il est souvent avec nous. Là, j'avais travaillé avec Camille Castelnau et Eric Benzekri. Ouais. Ils étaient vraiment avec nous en préparation et aussi pour nous raconter ce qu'ils avaient pas écrit des personnages, mais qu'ils avaient dans leur tête. Ou par exemple, dans la version 1, on disait ça, bon, je l'ai pas gardé parce qu'on pouvait pas tout mettre. Et du coup, tu sais des choses qui étaient pas écrites et c'était hyper intéressant. Que t'as pas créé toi-même, comme on disait tout à l'heure, t'as pas toi t'imaginer ce qui a amené le personnage à penser ça, tu peux avoir ces t'en rajoutes toujours un tout petit peu, mais ou par exemple sur les séries, sur le texte, comme Eric Benzekri, c'est tellement à la ligne près, je l'appelais et j'ai toujours eu des refus, mais en lui disant, écoute Eric, je trouve que cette phrase est un peu écrite quand même, qu'est-ce que t'en penses? Il m'a toujours dit non, enfin pratiquement je pense, mais j'ai essayé de négocier longtemps des répliques. Ok, mais c'était quand même bénéfique du coup de pouvoir causer avec les scénaristes du texte et d'avoir aussi tout ce qu'il y avait avant ce texte. Est-ce que vous auriez une question à poser aux autres dans le rapport au scénario? Edouard, tu disais qu'on décrivait des endroits qui seraient un peu des états de grâce, etc. Mais toi, tu sais, c'est quand même difficile d'avoir ces moments-là. Oui. Mais du coup, toi, c'est quoi ton moment d'état de grâce? J'adorais le théâtre parce que j'en ai fait en club et que j'adorais me rouler par terre, sauter dans tous les sens et parler très fort. Et donc là, vraiment, c'est pour ça que je parlais de jouer quelque chose qui est hors de soi. J'ai vraiment appris, d'un coup, à revenir sur moi, à dire mais... qui je suis, qu'est-ce que je fais, enfin, c'est quelque chose de plus intime, on joue de soi, du coup c'est un peu rigolo, quoi, c'est comme au loup-garou quand on se met à mentir aux gens, c'est un truc d'un jeu qui est plus avec le réel, quoi. Après c'est possible le théâtre aussi, maintenant les barrières elles sont un peu effacées, maintenant il y a des micros au théâtre et tout, on peut faire ce qu'on veut, mais j'ai appris ça, en tout cas avec le cinéma dans mon parcours, à jouer de moi, quoi. Ça fait découvrir cette solitude où, curieusement, on a l'impression qu'au théâtre on est propriétaire de tout, puisqu'on commence à 8h30, après c'est nous qui menons l'affaire, la mise en scène a été faite, le metteur en scène, il peut aller au lit maintenant. Et on est propriétaire de l'intégralité de la représentation. Si une scène dure un peu plus longtemps, c'est parce que... Et puis on écoute le public, on est avec le public qui change tous les soirs. Alors que là, cette solitude, on est un peu abandonné, quoi. Quand tu parles de l'intime, moi, il y a plein de fois, je trouve que... Effectivement, même si tu te transformes, etc., enfin, je veux dire, sur des rôles où il y a plutôt de l'émotion, j'ai l'impression que les techniciens, parfois, ils connaissent mon intimité comme personne. En tout cas, ils m'ont vu raconter des secrets avec les mots de quelqu'un d'autre et sans les nommer, que personne ne sait. Et ça, je trouve que cette solitude-là, moi, je la sens quand je me dis là, vraiment, je suis en train de livrer un truc que je donne pas souvent. Et il faut que ce soit très bien accueilli. C'est-à-dire que quand c'est pas recueilli, je dirais même, là, la solitude, elle fait très, très, très mal, je trouve. C'est pour ça que j'adore boire des coups avec les techniciens, faire la fête, aller faire un week-end. Je suis toujours dans le même hôtel. J'adore parce qu'en fait, on s'entend bien. Je vais pas être jugée en tant que comédienne, mais il y a un truc où j'ai pas à les séduire. On s'entend déjà suffisamment bien pour que j'ai pas à les séduire. Donc du coup, déjà, je peux me planter. Je vais pas être radiée du comité des acteurs. Et je vais pouvoir vraiment leur livrer quelque chose d'intime parce que on se connaît un peu. Alors que c'est ça que je trouve difficile parfois dans les seconds rôles. C'est un peu ce qui m'est arrivé sur Le Ravissement. C'est un second rôle, t'es pas là beaucoup, t'as aucun lien avec l'équipe, aucun, et tu dois donner ton intime. Et moi, alors que vraiment les scènes d'émotion, j'adore m'y plonger. Et là, c'était tellement dur, je sortais le moteur, je ramais, et je disais, putain, mais je suis nulle, putain, je fais de la telenovela, je suis désolée, c'est nul. Je m'énervais contre moi-même, et en fait, je savais très bien pourquoi.
Parce que je connaissais personne. Et tout le monde m'attendait. Je voyais bien que tout le monde me regardait en se disant, alors qu'est-ce qu'elle va faire, Meurice, là? Parce que c'est une scène où elle doit envoyer, hein. Mais c'était atroce. J'ai des chefs-op qui m'ont dit que parmi leurs responsabilités, il y avait celle de capter le jeu du comédien quand il livre quelque chose justement d'important. Ils disaient, c'est le moment où l'acteur va se donner, où ça va être difficile et où il faudra être là pour lui ou pour elle, entre guillemets, pour l'acteur. Et parfois, il y a un regard d'un chef opérateur, je trouve, qu'on n'a pas la reconnaissance du réalisateur ou qu'il y a un truc qui est un peu raté. Et moi, j'ai plein de souvenirs de soit chef op, chef électro ou, je sais pas, le steadicammer ou le cadreur qui juste te regarde comme ça ou te fait comprendre que t'es au bon endroit ou que tu continues. Et moi, ça me sauve la scène, quoi. Mais le terme de recueillir, il est parfait. On est tellement entouré. Au théâtre, on est entouré de rien du tout. Je veux dire, les machins sont tous loin. Mais là, tout est là, toute la machinerie est là, les micros sont là. Donc on n'a même pas besoin. On se demande s'il faut vraiment parler. Parce que si le micro va pas prendre la pensée sans qu'on s'en aperçoive. Et tout est intime, on est au cœur du truc. Et cette intimité-là, elle est inouïe. On sent que ça peut être recueilli par tout le monde. Et effectivement, là, ça nous porte, quoi. Des fois, avec les scripts, il se passe des choses. Parce qu'elle est un peu la mémoire du scénario. Est-ce qu'il y a un type de second rôle, ou de rôle tout court, que vous aimeriez interpréter? J'ai l'impression que t'as une idée folle. Comme tu ris, on se dit, mais qu'est-ce que c'est? Je sais pas pourquoi, c'est parce que mais je suis grand, c'est peut-être pour ça que ça me court. J'aimerais tellement jouer le général de Gaulle. Je suis mort. En plus, franchement, ça marcherait hyper bien. Oui, c'est vrai. J'aimerais tellement jouer de Gaulle. Enfin, je sais pas, faut être frappé, mais je sais pas. C'est un appel. Bah, l'appel est lancé. L'appel du général est lancé. J'aimerais bien jouer un homme politique qui est travaillé par sa conscience. Tu vois. Bernard Tapie. Et ça me ferait rire j'aimerais bien qu'il croie vraiment en ce qu'il fait, quoi. Moi, j'adorerais faire de la comédie, mais un peu un personnage à la Drew Barrymore, un peu hystéro, maladroite, qui se met dans des situations qui n'ont ni queue ni tête, qui tombe en descendant le trottoir. Ça, j'adorerais. Un peu comme Jeune Femme, je crois, de Léonore Serrail, qui était un peu comme ça, il me semble. Je crois que c'est avec Laetitia Doche qui l'avait Ah ouais. Bon, c'était plus social que Ou comédie, un mais peu aussi. les films de Miranda July, par exemple. J'adore ces personnages-là. Ok. Ou ce que j'aimerais beaucoup aussi, en fait, une scène, c'est plutôt une scène de danse, un truc où, pas forcément que le personnage est danseuse, mais un truc où le corps d'un coup est en transe. Ou alors, je me suis dit ça parce que j'ai vu Juliette Armanet il y a pas longtemps en concert et je l'ai vue et je me suis dit, putain, je veux faire ça une fois dans ma vie. Juste une scène. C'est comme conduire un poids lourd, quoi. Il y a des trucs comme ça. Moi, c'est pas des personnages. J'aimerais conduire un poids lourd, faire une chanteuse de rock, un truc. J'aimerais bien faire un personnage qui soit à fond dans un truc. La danse à fond. Ou alors, si elle est chanteuse, elle a vraiment la combinaison à paillettes, la cape et puis du feu sur la scène. Un truc, où le corps est engagé en grand. Il y a des acteurs, des fois, qui disent s'engager sur un rôle pour une scène. Ça confirme un peu ce que Je c'est. dis toujours à mon agent, franchement, je m'en fiche. Je préfère un petit rôle, mais je sais pas, d'une prof de yoga qui a l'accent italien, par exemple. Je t'en supplie. Il y a des fois des trucs, même des comédies assez populaires. Elle me dit, mais tu vas pas passer ça. Je dis, je m'en fous. C'est une journée, mais trouve-moi la prof de yoga avec l'accent italien ou je sais pas, ou un truc qui est trop drôle à faire, quoi. Quel est le dernier film ou la dernière série où un second rôle ou un personnage secondaire vous a marqué? Il y a Swan Arlo dans Anatomie d'une chute. J'ai trouvé le film absolument dingue. Et Swan, comme à son habitude, formidable, vraiment formidable. Alors, c'est des feuilles mortes, c'est ça s'appelle... De Coris Maki? Oui, l'infirmière, alors qu'il est au bord du lit, puis l'infirmière lui dit, je sais pas il y a une petite scène avec une infirmière qui est extraordinaire. Elle fait une apparition et elle disparaît. Elle est incroyable, de présence. Elle dit juste sa réplique. Tu te dis, mais pourquoi c'est pas tout le temps comme ça? Pourquoi c'est ça? T'as envie de dire, c'est là, la réelle présence. C'est Steiner qui a écrit ça. La réelle présence. Alors c'est rien, c'est être là. Il y a pas plus, normalement, tu peux pas faire plus facile. Et en même temps, il y a le poids, il y a la simplicité. C'est rien. Mais c'est là. Dernièrement, j'ai vu le film de Radu Jude qui s'appelle N'attendez pas trop de la fin du monde. C'est un film roumain. Mais il y a des acteurs formidables, mais je connais pas leur nom. Parce qu'en fait, il y a une actrice, il met un film dans le film. C'est qu'en fait, il met un vieux film dans son film. Ouais. Et à un moment, elle retrouve l'actrice du vieux film, mais qui est beaucoup plus âgée. Et ça, c'était super émouvant. Si vous aviez un message à faire passer à la communauté des scénaristes, quel serait le message que vous leur feriez passer? Courage. Arrêtons d'être bavards.
Ça y est, on a fait une grande période où on était assez bavard dans le cinéma. Par exemple, je pense qu'il y a une réussite dans le film de Stéphane. Vincent doit mourir, oui, on le rappelle. Ouais, qui est une métaphore d'une idée de la société d'aujourd'hui. Mais en fait, on fait du cinéma, c'est de la fabrique. Tu parlais des manières dont on raconte une histoire. Bah, je trouve que c'est génial de se servir de cet outil-là pour ne pas coller totalement à la réalité de manière si réaliste on peut être vraiment dans un sujet d'actualité, etc., mais en étant un peu dans la métaphore. Et du coup, se permettre un peu de folie, quoi, d'y aller dans des scénarios où les personnages sont pas tout à fait, je sais pas, poussent les curseurs un peu plus loin. J'avais fait un épisode avec les exploitants de salles de cinéma qui me disaient que, par exemple, eux, certains en avaient marre des films dits à sujet, qui étaient là justement pour faire débat et qui étaient on prend un sujet de société et film égale sujet, sans forcément réflexion de cinéma derrière, de mise en forme, de narration, etc. Je dirais, comme j'ai parlé de Hamlet qu'on n'arrivait pas à comprendre, tu vois, je pense qu'il faut ça, faut à la fois, évidemment, ils doivent s'échiner, les pauvres, avoir un objet hyper cohérent où tout soit au bon endroit. Et des fois, le plus laborieux dans les scénarios, c'est quand il y a le flashback qui va venir expliquer que le personnage il a vécu ça et tout machin. Mais bref, faut trouver des fois des choses qu'on n'explique pas, comme tu disais dans la vie, pourquoi il se lève le matin pour manger son currywurst ou son machin. Vous tenez pas à tout comprendre, est-ce que tout soit rationnel, est-ce que tout soit clair. Mais en plus, moi, je crois que des fois, t'as pas d'explication sur le papier, mais en vrai, le spectateur, lui, il en trouvera une. Et chacun aura pas la même, mais on s'en fout, ça marche. Moi, il y a vraiment plein de films comme ça où les gens disent, bah, c'est quand même génial parce que tu comprends bien qu'elle vient de là. Et l'autre dit, bah, pas du tout. Pour moi, elle vient de là. Mais en fait, chacun a trouvé ça très logique en faisant son explication et c'est génial, du coup, que chacun ait sa place d'imaginaire. Ok, bah, laissez la place à l'imaginaire. Merci beaucoup pour vos réponses. Merci à toi. Merci. Les seconds rôles et le scénario, c'est terminé. Merci encore à François, Nina et Édouard pour leur participation. Merci à l'asso Ciné Bocage et leur festival Jean Carmé pour l'organisation du tournage. Merci à l'Hôtel de Paris pour l'accueil de l'enregistrement. Et bien sûr, merci à vous pour votre écoute. Abonnez-vous au podcast pour ne manquer aucun épisode. Partagez-le autour de vous s'il vous a plu. Et pour le soutenir, je vous invite à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify s'il vous plaît. Et le scénario est une émission proposée et montée par moi-même qui vous donne rendez-vous dans 4 semaines pour le prochain numéro. D'ici là, n'oublions pas, le scénario n'est pas une œuvre d'art, mais une invitation à collaborer sur une œuvre d'art. Paul Schrader. À bientôt.